Alors, monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir David. Bonsoir. On est heureux de se retrouver pour partager les vœux avec les habitants de votre arrondissement. Un contexte tout à fait particulier et donc des conditions particulières. Mais vous avez souhaité que ces vœux soient proposés à vos concitoyens dans des conditions qui s'appuient sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous puissiez être malgré tout en interaction avec eux sans avoir le plaisir habituel de les recevoir dans un lieu où vous êtes directement en contact, pour eux comme pour vous. Et donc ce lieu particulier, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, monsieur le maire? D'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue aux habitants du 17e arrondissement dans ce lieu extraordinaire qui est la Cité de l'économie, Citéco, qui nous accueille. Et je voudrais remercier le président délégué, Emmanuel Constant, et le directeur Christophe Gineste et son équipe qui nous ont accueillis, qui nous ont permis de faire cette cérémonie de vœux un peu exceptionnelle dans un cadre que je vous invite évidemment tous à découvrir pour découvrir l'économie avec des ressources pédagogiques exceptionnelles et une exposition temporaire exceptionnelle sur l'Argo Winch, un aventurier de l'entreprise. Alors évidemment le site il est actuellement fermé parce que c'est un lieu culturel et j'ai une pensée pour évidemment tous les acteurs culturels qui ne peuvent pas développer leur art, qui ne peuvent pas montrer aussi ce qu'ils font. Je pense au musée évidemment, mais je pense aussi aux tous les professionnels de la culture. Alors, en tout cas, n'hésitez pas, dès qu'il va ouvrir, à découvrir Citéco. Et je crois qu'ils ont sur leur site internet d'ailleurs une présentation interactive intéressante à regarder. Alors monsieur le maire, évidemment, qui dit vœux, dit aussi bilan de cette année 2020 si particulière, si compliquée, hein, une année que tout le monde a traversée du mieux qu'il a pu. Vous, justement, en tant que maire de cet arrondissement, ce que vous avez traversé, ce que vous avez accompagné, j'ai envie de dire, dans votre mandat, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Écoutez, l'année 2020, elle a été très singulière. Nous avons vécu une crise inédite sur le plan sanitaire, avec cette pandémie qui a touché tous les continents, tous les pays d'Europe et toutes les villes et tous les quartiers, notamment du 17e arrondissement. On a évidemment ce soir une pensée pour toutes les personnes qui sont décédées du Covid dans l'arrondissement, leurs familles. Cette crise, elle touche concrètement nos immeubles, la vie dans nos immeubles, et elle a aussi transformé un certain nombre d'habitants qui se sont révélés dans cette crise, qui ont fait des actes de solidarité et de générosité spontanée au plus près pour aider un voisin, pour se rendre disponible, pour renforcer notamment les hôpitaux qui en avaient besoin sur le printemps dernier. L'année 2020, elle a été éprouvante. Elle reste éprouvante aussi pour les restaurateurs, pour un certain nombre de secteurs. Je parlais de la culture, mais je pense aussi au tourisme et à l'hôtellerie qui paie un lourd tribut à cette crise qui va supprimer malheureusement aussi des emplois. Donc c'est une année compliquée, mais c'est une année aussi où il a fallu relever un certain nombre de défis. Exactement. Monsieur le maire, vous parliez d'engagement, de responsabilité et de solidarité. J'ai envie de vous poser la question, justement, à votre niveau et avec votre équipe. Il y a eu un vrai engagement, une vraie solidarité au sein même de la mairie, dans vos services, vos élus. Est-ce que vous pouvez aussi nous en dire un mot? Très vite, au mois de mars, on a mis en place, pour répondre à l'urgence, les collectivités, les maires de toute la France se sont mobilisés pour faire face, pour protéger la population, parce que notre enjeu, c'est de servir la population. Et quand il y a des situations de crise, on se retourne vers l'instance de proximité, vers une équipe municipale qui est faite de femmes et d'hommes motivés, engagés au service des autres. Et donc, on a mis en place très rapidement un centre de dépistage pour les professionnels de santé, alors qu'il y avait très peu de tests, et que tout ça a été compliqué à lancer. On l'a fait à la mairie et j'en suis très fier, grâce à une équipe notamment de médecins libéraux, de kinés, d'infirmières qui se sont mobilisés. Et avec la mairie, on a transformé le lieu en hôpital. On a pu tester 1700 professionnels de santé dans les premières semaines de cette crise sanitaire. Ça s'est poursuivi ensuite, puisque les élus sont allés au contact des habitants pour distribuer les masques sur les marchés au plus près, pour les enfants qui, à partir de 6 ans, devaient le porter à la rentrée. On a continué, malgré effectivement des contraintes sur le plan sanitaire, des gestes barrières à respecter. Et donc le contact qu'on a
différemment. Alors ça nous manque, hein, parce que la politique, c'est le contact humain, c'est le service de l'autre. Donc c'est un peu plus difficile quand vous faites des réunions en visioconférence. Mais voilà, on s'adapte et on garde le lien, évidemment, avec les habitants. On a d'ailleurs transformé une salle de la mairie pour pouvoir être connecté dans de bonnes conditions avec les habitants des différents quartiers ou les partenaires, puisqu'il y a aussi beaucoup de réunions techniques. Et du coup, c'est d'ailleurs ce qui rapproche la vie publique de la vie privée. L'entreprise comme une administration, beaucoup aujourd'hui d'échanges et de communication se font à distance, mais le travail continue sur le terrain, il continue pour la population. Ce que vous venez de nous partager, je pense que tout le monde ne le savait pas. Ça a été une période pendant laquelle chacun est resté beaucoup chez soi pour des, évidemment, décisions du gouvernement de nous demander de nous isoler. Vous parliez d'engagement des professionnels, on a parlé des élus, on a parlé des équipes de la mairie. Les professionnels de santé, je crois que vous les avez aussi beaucoup accompagnés avec les moyens qui étaient celui d'un maire. Alors comment le maire s'engage dans une période comme ça pour justement emmener avec lui cette dynamique de solidarité et de santé ? Écoutez, ce qui est exaltant dans cette période quand on est maire, c'est de pouvoir être concret et d'apporter sa pierre à une situation où il faut venir en aide à un maximum de personnes. Il faut prioriser, il faut surtout rester à l'écoute, parce que c'est comme ça qu'on a pu monter ce projet, notamment de centre de dépistage à la mairie, d'être les premiers à distribuer les masques. 300 000 masques ont été distribués dans le 17e arrondissement, et grâce aux élus qui ont pris leur véhicule, qui ont pris sur leur temps professionnel pour être au plus près des commerçants qui étaient en première ligne. Et ça, c'était essentiel. Mais grâce à tout ce travail d'écoute, de partage, d'information, de coordination, je veux aussi remercier, permettez-moi de le faire, Pierre Bourriot, le directeur général des services, évidemment tous les élus, mais toute son équipe, toute cette administration locale qui s'est mise au service vraiment des priorités sanitaires. Eh bien, on a pu, dès le mois d'août, proposer avec ces professionnels de santé, et notamment les professionnels libéraux du 17e arrondissement, qui sont très présents et très actifs, et sans lesquels on n'aurait pas pu monter tous ces projets. On a travaillé sur un projet de centre de vaccination dans le 17e arrondissement dès le mois d'août, et on a fait des propositions pour pouvoir notamment en porter un dans la mairie. Ça sera chose faite, c'est un scoop que je vous donne un peu ce soir, c'est que la mairie sera centre de vaccination à partir du 25 janvier. Nous aurons un deuxième centre qui va lui ouvrir lundi prochain, qui a été validé. Nous l'avions soutenu avec SOS Médecins, qui est bien connu à Paris, qui a un centre rue Francis Garnier, du côté de la porte de Saint-Ouen, et qui va permettre notamment donc, de vacciner les plus de 75 ans, puisque vous le savez, il y a des priorités, donc c'est les plus de 75 ans. Et puis nous aurons un troisième centre qui nous tient aussi à cœur, c'est de contribuer à faire en sorte que les professionnels de santé soient eux-mêmes vaccinés rapidement. Et je pense notamment aux médecins, aux infirmières, aux sages-femmes, aux dentistes, aux pharmaciens, qui sont aussi au contact des habitants tous les jours. Eh bien, nous aurons dès lundi un centre de vaccination à la clinique internationale Monceau, que je remercie, le groupe Almaviva, qui a permis d'organiser cela en quelques jours. Vous avez donc suivi, je l'imagine, toute cette précipitation et le retard quand même que nous avons en la matière. Mais voilà, on va au-devant et on va surtout proposer des solutions. C'est ça le rôle du maire, c'est d'être dans le concret, dans la proposition, et de bousculer aussi un petit peu les autorités, l'administration, qu'on trouve toujours un peu lente et lourde au niveau de l'État, parce qu'on veut faire et on veut bien faire. C'est pour ça qu'on prend le temps aussi avec les professionnels de le faire. Alors, on a parlé pas mal de sécurité, de santé. Je précise aussi aux personnes qui suivent cette cérémonie de vœux que nous avons choisi de le faire exactement dans les mêmes conditions que ça aurait été si nous nous étions trouvés sur un plateau de télévision, c'est-à-dire en respectant les distances de sécurité, les distances sanitaires, et qui nous permet d'être, je dirais, au contact à travers l'écran et à travers la vidéo, bien sûr, les réseaux sociaux, mais qui nous permet aussi de partager avec la ville, avec ses habitants, cette cérémonie de vœux. Et les vœux du maire, c'est le maire, et donc j'ai envie de vous demander si, en quelques minutes, vous pouvez aussi nous partager ce qu'a été cette élection récente malgré tout, dans un contexte et dans des conditions toutes particulières.
Oui, des conditions particulières, puisque nous avons eu un premier confinement juste après le premier tour des élections. Et je veux encore remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour présider des bureaux de vote, pour être assesseurs, dans une période qui était extrêmement compliquée. Souvenez-vous, on a eu ce confinement, on a mis en place un certain nombre d'actions, je ne vais pas y revenir. Et puis ensuite, on a eu, juste avant l'été, ce deuxième tour avec un décalage dans le temps important, donc une campagne longue. Respectueuse, républicaine. Je crois que le résultat est très net et incontestable, incontesté. Moi, j'ai cette mission de mener à bien ce qu'on avait promis aux habitants, en tout cas les orientations et les projets qu'on souhaite porter, et donc avec la majorité, mais toujours dans le respect aussi de ce que l'opposition a apporté au débat dans l'arrondissement. On a cette priorité évidemment chevillée au corps, mais surtout de rester dans la proximité qui nous manque tant, mais qui reste quand même notre ADN à cette équipe municipale, dont je suis très fier, qui est renouvelée, ouverte largement sur la société civile et qui est aidée aussi par des parlementaires que je veux remercier, Brigitte Kuster et Catherine Dumas, parce que le relais à l'Assemblée nationale et au Sénat, il est très important sur un certain nombre de sujets qui touchent à notre arrondissement et à ses habitants. Alors, monsieur le maire, vous venez de nous parler de l'élection et donc d'un programme, d'un projet. Vous avez été élu sur ce projet. Au fond, cet arrondissement, c'est un arrondissement de cœur. Vous me partagiez tout à l'heure la fierté de voir l'ensemble de l'arrondissement évoluer, bouger. Et finalement, quand on regarde de la porte de Saint-Ouen à la porte Maillot, la manière dont cet arrondissement se transforme, évolue, avec de temps en temps, effectivement, des périodes de renouvellement, des innovations, cet espace dans lequel on est accueilli aujourd'hui, que tout le monde ne connaît pas et qui est intéressant et magnifique et intéressant à découvrir. L'évolution et la transformation de cet arrondissement, est-ce que vous pourriez nous en dire un mot sur son devenir ? On est dans un lieu qui incarne tout à fait le 17e arrondissement. Entre la tradition, entre le patrimoine, cette richesse, l'innovation et évidemment la modernité, la foi dans le progrès. On a aujourd'hui un arrondissement de la porte de Saint-Ouen à la porte Maillot qui est en pleine ébullition. Si je regarde les projets urbains, la porte de Saint-Ouen vivra avec le projet 17 Co qui vous est présenté à l'écran. Un projet qui va permettre notamment d'amener de l'activité tertiaire, d'activité du commerce et surtout de l'emploi dans ce quartier, un quartier politique de la ville, un quartier où on a un taux de chômage important. Eh bien, on va faire venir des entreprises et surtout, on va donner la priorité aux habitants du quartier. Un peu plus loin, on a la porte Pouchet, avec ce grand projet de renouvellement urbain qui arrive enfin à son terme et qui va notamment permettre de nouveaux espaces verts, des nouveaux services, l'arrivée d'entreprises, mais aussi des équipements publics et notamment un centre social, un espace notamment aussi dédié au football avec sous le périphérique des terrains du Five qui sont déjà en activité. Donc la porte Pouchet et puis non loin de ce quartier périphérique, l'idée étant aussi à travers ces projets urbains de casser cette frontière avec nos voisins de la première couronne. Moi, je crois beaucoup à la métropole du Grand Paris, dont je suis un des vice-présidents. Et avec la coopération des maires, on est toujours plus fort pour penser l'avenir de nos territoires et les coopérations entre eux. Il y a ce pôle étudiant qui est très important et qui est en train de se consolider du côté du boulevard Bessières avec un campus étudiant, NOC 42. Vous avez l'école 42 de Xavier Niel, une école tout à fait unique en son genre et spécialiste dans tout ce qui est numérique notamment. Eh bien, nous aurons un campus juste en face, dans des anciens garages qui vont être donc reconvertis. Les travaux sont en cours. Vous voyez, les livraisons arrivent. Et on a donc sur ce secteur, évidemment, de la porte de Clichy, un renouvellement total. Voilà. Et puis on a progressivement, si on descend vers la porte Maillot, évidemment, l'aménagement de la porte Maillot, la progression du bois de Boulogne côté 16e vers le 17e, qui vous permettra d'accéder à ce lieu, à ce bois formidable, qui va être redimensionné à l'horizon des Jeux Olympiques. Vous avez une vision de ce qui n'est pas complètement arrêté de la porte Maillot, et le rond-point qu'on appelait au Lapin a bien disparu, puisque ce sera une traversée axiale et que nous chercherons naturellement à garder l'axe majeur entre la Défense et le Louvre,
et notre arrondissement, à travers la Porte Maillot et la Grande Armée, y contribuera. Cette grande perspective qu'il nous faut retrouver et originelle. Voilà. On a des travaux aussi importants avec l'avenir de la Porte Champéret qui nous préoccupe aussi, avec évidemment ce tramway qui traverse l'arrondissement. Hein. On va vivre jusqu'aux Jeux Olympiques les travaux du tramway. C'est ça. Monsieur le maire, jusqu'à la Porte Dauphine. Beaucoup de travaux autour des transports. Tout à fait. Je sais que c'est un chantier à part entière. Enfin, ce sont plusieurs chantiers qui interviennent sur l'arrondissement. Est-ce que vous pouvez nous positionner un peu les grandes étapes de cette transformation autour des transports? Puisque il y a déjà Porte Maillot, c'est très visible. On vit cette révolution des transports dans le 17e arrondissement déjà depuis un certain nombre d'années. Oui. Et la bonne nouvelle de 2020, c'est évidemment l'arrêt et le prolongement de la ligne 14 à Pont-Cardinet, qui dessert ainsi le nouveau quartier Martin Luther King, Batignolles, et puis le quartier Pereire-Saussure, qui manquait d'un maillage fin, notamment en métro. On le doit, cet arrêt très structurant pour notre arrondissement, puisqu'il nous relie à l'est de Paris, en quelques minutes, au centre de Paris, en une dizaine de minutes, et moins de 20 minutes pour aller à la gare de Lyon. Donc c'est formidable pour tous les habitants, mais on le doit à la volonté aussi des élus, et notamment de Brigitte Custer, qui m'a précédé, qui avait défendu cet arrêt à cet endroit-là, pour répondre à l'arrivée des nouveaux habitants du quartier Martin Luther King, avec ce parc formidable. Donc les transports, nous aurons, ligne 14, un autre arrêt au pied du tribunal, qui attend, et tous les fonctionnaires et agents l'attendent évidemment, qui vont nous permettre, porte de Clichy à la fin du mois de janvier, la ligne 14, donc avec 2 arrêts dans le 17e. Mais nous avons aussi le RER E Éole, qui est en grands travaux sur le secteur de l'avenue Carnot, mais également Porte Maillot, avec ce prolongement qui a été retardé à cause du Covid, et qui devrait arriver mi-2023. Vous voyez que le calendrier est assez serré. Pourquoi ? Parce que les Jeux Olympiques nous permettent aussi d'avancer ces travaux, et notamment le tramway, que j'en parlais tout à l'heure, qui traversera la ligne, le RER E et la Porte Maillot d'ici les Jeux Olympiques, donc d'ici 2024 de Paris. Voilà, donc c'est des chantiers structurants qui nécessitent surtout, notamment pour le tramway, parce que la Porte Champéret va subir quand même un lourd tribut, parce qu'on va devoir en mai prochain couper l'avenue de Villiers. On ne pourra plus traverser parce qu'il faut combler notamment les tunnels pour permettre ensuite de faire passer ce tramway. Et ça va avoir des impacts importants. Et donc le rôle de la mairie, c'est pas seul, évidemment, avec une mission dédiée, d'informer les commerçants, d'informer les riverains, de trouver des solutions alternatives pour pouvoir circuler, parce qu'on est en périphérie, on est sur une porte qui ouvre vers l'ouest parisien, très empruntée, donc il va falloir trouver des solutions. On le fait avec les habitants, avec les acteurs et avec des élus aussi de quartier que je veux remercier pour leur implication et leur engagement exceptionnel au service des habitants du 17e. Alors le 17e arrondissement, on a parlé des transports, c'est aussi un poumon. C'est aussi un lieu qui vit, un lieu d'environnement, un lieu qui se transforme. Justement, sur l'environnement et sur l'écologie en général, des choses se font, des choses bougent, des initiatives sont prises. Est-ce qu'il y en a un certain nombre dont vous aimeriez nous parler ? En matière d'environnement, on a la chance d'avoir un arrondissement où on respire. Vous avez une trentaine de parcs et jardins dans le 17e arrondissement. On ne sait pas toujours, mais c'est quand même une chance. Vous allez dans le centre de Paris, ce n'est pas la même qualité de vie. Après, nous avons cette grande réalisation portée avec la mairie de Paris du parc Martin Luther King, qui va atteindre les 10 hectares dans l'année 2021, puisqu'on est sur le dernier aménagement, notamment du parc Martin Luther King, un parc très réussi, il faut le dire, qui est un véritable poumon pour l'ouest parisien. On a des projets aussi de recréer dans certains endroits des petits squares en réhabilitant des zones un peu oubliées. Et puis on a tout un projet évidemment en matière d'apaisement, notamment à proximité des écoles et autour des écoles. Les rues aux écoles, nous avons accompagné ce projet. Il était dans notre projet municipal, il a été déployé au niveau parisien. On l'a fait sur des écoles qui se prêtaient au fait de ne plus mettre de circulation devant les établissements. Et puis on
on va développer les purificateurs d'air, les outils aussi pour mesurer la pollution, pour donner de l'information, trouver aussi des moyens de réduire la pollution avec un plan de circulation agile qui ne reporte pas quand on met en sens unique un certain nombre de voies, on crée de la pollution dans la rue d'à côté. Donc on va essayer de travailler aussi à avoir des politiques beaucoup plus fluides en matière de circulation avec la mairie de Paris, parce que la mairie d'arrondissement n'a pas tous les pouvoirs, bien au contraire. Mais j'ai pris déjà des contacts avec le maire du 18e pour essayer de travailler sur le secteur avenue de Saint-Ouen, avenue de Clichy, qui est très impacté par les coronapistes qui sont une très bonne chose. La pratique du vélo s'est développée. On va aussi encourager des pistes cyclables dans l'arrondissement pour relier les quartiers. Il y a des engagements assez clairs que nous avons pris. Mais voilà, tout ça doit se faire sans exclure les uns ou les autres. Tout ça doit se faire de manière harmonieuse et raisonnée. Et ça, c'est pour nous le pragmatisme et le bon sens qui doit aussi prévaloir. Alors, on a permis aux spectateurs qui nous suivent à travers les réseaux sociaux de pouvoir aussi nous partager un certain nombre de questions. Une question qui revient sous des formes différentes et complémentaires, mais touche le thème de la sécurité avec une question: qui fait quoi en matière de sécurité au sein même de l'arrondissement et pour la vie de chacun dans l'arrondissement? Un arrondissement comme le 17e arrondissement, c'est 167 423 habitants. C'est les derniers recensements INSEE. Vous voyez, donc c'est un arrondissement d'une taille comme Le Havre intramuros ou Toulon intramuros. Mais nous n'avons pas les pouvoirs d'un maire de plein exercice comme ces communes que je viens de citer. Donc à Paris, il faut savoir, vous avez la préfecture de police, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur qui a la responsabilité de la protection des populations, des biens et des personnes à Paris. Ça, c'est quelque chose qui date de Napoléon. La mairie de Paris centrale a une brigade d'intervention qui intervient pour la lutte contre les incivilités et notamment le respect des réglementations sur l'espace public, sur son domaine. Qui couvre tous les arrondissements. Tous les arrondissements. Voilà. Mais ce n'est pas une police municipale. Oui. Et nous aurons en 2021 donc une réelle police municipale juridiquement constituée. Nous serons exigeants parce que nous en avons besoin d'une, et c'est une victoire pour un certain nombre d'élus parisiens qui ont demandé ça il y a déjà 25 ans, parce que la sécurité à Paris, elle nécessite une proximité aussi avec les habitants. Et la police municipale, elle est là pour régler un certain nombre de sujets municipaux, les parcs et jardins, les problématiques de vente à la sauvette, les problématiques sur l'espace public, les règlements d'étalage des commerçants ou de terrasses. Oui. Ça, c'est le rôle d'une police de terrain du quotidien. Mais elle doit être coordonnée avec la police nationale et notamment reliée en matière de vidéoprotection. Nous avons absolument besoin, et ça fait partie des engagements que nous avons pris, de demander davantage de caméras de vidéoprotection au préfet de police et à la mairie de Paris pour notamment permettre d'apaiser et surtout de tranquilliser les quartiers, parce que les caméras ont des effets, mais ont surtout un effet pour les victimes, et notamment d'élucider un certain nombre de faits. On en manque, donc dans le 17e arrondissement, il faudrait au moins doubler le nombre de caméras. On n'en a que 70, donc vous voyez, pour 167 000 habitants, tout ça est encore un peu faible, mais voilà, progressivement nous en obtenons. Et notre enjeu, ce sera de participer à la création de cette police municipale pour qu'elle soit visible, et qu'elle soit visible dans les quartiers. Nous demanderons qu'elle soit armée, parce qu'à Paris, nous estimons que la police, quelle qu'elle soit, nationale ou municipale, est une cible. La menace terroriste est toujours présente. Oui. Je rappelle, c'était il y a quelques semaines, les forces sentinelles, je les remercie, elles sont mobilisées, elles étaient mobilisées pendant les fêtes, elles sont mobilisées tous les jours. Et je le dis aujourd'hui, on doit rester en vigilance, car cette menace, elle est encore très présente. Oui. Et donc, toute cette coordination, elle est nécessaire. Alors, c'est vrai que les habitants des quartiers sont toujours un peu à se dire que fait le maire, il y a des agressions. C'est vrai que nous vivons, depuis le confinement, une recrudescence de cambriolage, de vol avec violence. Nous le constatons. Et nous interpellons avec les élus d'arrondissement régulièrement le préfet de police pour qu'il y ait davantage de moyens mis
pendant cette période un peu particulière où c'est vrai que les gens sont confinés, restent chez eux. Il y a de l'agressivité aussi, peut-être davantage qui ressort. Il faut une présence aussi forte, et surtout les nuits. Le sujet, c'est cette présence nocturne pour rassurer aussi les habitants dans cette période de couvre-feu, de confinement, qui parfois n'est pas toujours respectée. Et je crois que c'est important aussi d'être en accord avec des décisions qui sont prises au niveau de l'État, au niveau local. Oui. Et le préfet a une responsabilité en la matière, naturellement. Monsieur le maire, on continue à recevoir un certain nombre de questions. Certaines concernent la propreté dans l'arrondissement, chacun évidemment dans son environnement propre. Qu'est-ce qu'on peut partager sur justement ce qui est fait, ce qui est mis en œuvre, ce qui est engagé pour améliorer la propreté sur l'arrondissement? Alors la propreté, c'est un sujet qui revient dans tous les quartiers. Toujours, oui. On me dit qu'il est toujours plus sale dans ma rue que dans un autre quartier. C'est pas vrai, j'ai une vision sur tout l'arrondissement, je peux vous dire que c'est sale globalement partout. Alors il y a d'abord un premier levier, c'est le civisme. On peut évidemment demander aux services d'être plus performants, c'est ce que nous faisons. Nous pensons que d'abord, il faut mobiliser les habitants. Et donc j'avais lancé il y a 2 ans cette application Détritus. C'est très facile à télécharger et ça permet à chacun d'être acteur et de permettre notamment aux agents de la ville de Paris, parce que le maire d'arrondissement n'a pas la compétence sur les hommes verts que vous voyez dans les rues. Oui. Ils font un travail que je salue. Et je pense que si nous avions, nous, maires d'arrondissement, l'autorité hiérarchique et fonctionnelle sur ces équipes, nous pourrions être beaucoup plus performants parce que nous connaissons les problématiques. Les habitants nous écrivent et on voit bien où sont les quartiers les plus difficiles. Donc il y a ce sujet peut-être aussi matériel, technologique, il y a peut-être des outils pour moderniser le service municipal qui est aujourd'hui central, je le rappelle. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rien faire. Je vous l'ai dit, on a lancé une application pour avoir davantage, notamment de remontées d'habitants, pour permettre d'impliquer aussi les citoyens. On l'avait fait aussi avec succès sur la dératisation, puisqu'on avait lancé cette application, et la constitution, pas uniquement dans le signalement, mais dans l'action, avec une brigade d'intervention qui a fait ses preuves, puisque le maire de Saint-Ouen, qui est d'une autre couleur politique, d'un autre bord politique que notre équipe municipale, eh bien, a développé la semaine dernière la même application avec un transfert de savoir-faire. Et cette brigade, ce n'est pas une brigade d'agents de la mairie du 17e, ce sont tout simplement des citoyens qui ont constitué cette brigade et que la mairie a accompagné pour aller dératiser dans des squares, dans des écoles, dans des crèches, dans des parties communes de bailleurs sociaux. C'est une brigade qui est reconnue et qui fait des émules, vous voyez, au-delà du périphérique. Donc on peut agir, mais c'est vrai qu'il nous manque, nous, en tant qu'élus, ce pouvoir direct sur les équipes de propreté. J'espère que la territorialisation souhaitée et voulue par la maire de Paris débouchera sur du concret en matière de propreté. C'est une attente forte des habitants et ils ont raison. Nous ne sommes pas satisfaits de la situation. Oui. Justement, du coup, ce que vous appelez de vos voeux, c'est d'avoir finalement les moyens de l'action sur votre environnement direct et auprès de vos concitoyens. Vous parlez souvent de solidarité. Au fond, c'est quelque chose qui, je le sens bien, vous tient à cœur. C'est le moment des vœux, le partage qu'on peut faire avec les concitoyens, les habitants du 17e arrondissement en matière de solidarité, ce serait à quel niveau ? Mener une politique locale, c'est évidemment avoir une vision sur son territoire en termes d'aménagement, on en a parlé, en matière de transport, pour améliorer la qualité de vie. Mais c'est aussi travailler à la solidarité, à développer le lien social. Et on va en avoir besoin parce qu'il va falloir préparer la sortie de cette crise, parce que moi, je suis persuadé que cette crise, elle va être un jour rapidement d'ailleurs derrière nous. Le vaccin est une bonne nouvelle, elle va nous permettre à l'économie de repartir, à des milliers évidemment de salariés, d'entrepreneurs aussi, de reprendre leur activité. Mais la solidarité, elle est au cœur de nos quartiers. On a lancé d'ailleurs l'heure civique, qui était un engagement de campagne avec Athanas Périfan, mon adjoint en charge de la mobilisation solidaire. L'heure civique, c'est tout simplement la possibilité donnée à chaque habitant de donner 1 heure de son temps pour les autres et sur des projets très concrets.
aider les plus démunis, servir des repas, vous s'occuper aussi de la propreté dans son quartier et sensibiliser ses voisins sur des gestes basiques. On a une dizaine d'actions sur ce dispositif et on a eu avant Noël, plus de 600 propositions. Le 17e, c'est un arrondissement, ce sont des quartiers généreux et la générosité spontanée. Donc, la solidarité, elle va être très importante dans les mois à venir. On le sait bien, la crise économique et sociale, elle est presque au début. L'État joue son rôle pour amortir, aider les entrepreneurs, aider les restaurateurs, aider les commerçants qui ne peuvent pas rouvrir. Mais on a aussi des familles qui souffrent, on a des personnes qui perdent leur emploi et des conséquences immédiates. Et donc il y a beaucoup d'actions qui sont menées. On sert depuis 25 ans à la mairie, c'est pas uniquement en cas de crise, un repas de solidarité, c'est un panier solidaire aujourd'hui, à plus d'une centaine de personnes chaque soir, sans condition. Et on a vu les profils évoluer, donc on a besoin de cette solidarité. Elle s'exprime pas uniquement à la mairie, heureusement d'ailleurs. Je vous parlais de cette générosité spontanée dans les immeubles. C'est aussi tous les acteurs associatifs, et je veux leur rendre hommage, parce que sans les associations, sans les organisations cultuelles, les paroisses, les temples, les synagogues, il y a vraiment ce dialogue et surtout cet esprit de solidarité qui est extraordinaire et je veux encore les remercier parce qu'on va avoir besoin d'être très solidaires dans les mois à venir. On l'a fait aussi avec les entreprises puisqu'on a tissé un partenariat avec une start-up pour donner de l'aide juridique à des chefs d'entreprise, des commerçants qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un avocat pour traiter des sujets sociaux, fiscaux. C'est 5000 entreprises qui en ont bénéficié et on a beaucoup de retours sur leurs demandes et leurs préoccupations et leurs angoisses. Voilà, c'est ce que peut faire une mairie d'arrondissement, c'est d'être au plus près avec d'autres, parce qu'on ne fait rien tout seul. Vous parlez souvent d'intergénérationnel, une approche la plus ouverte possible qui va au fond des enfants, petite enfance, les écoles, les étudiants, les salariés, mais aussi les personnes âgées. Je veux croire qu'un certain nombre d'entre elles, à travers le lien qu'on a pu mettre sur le site de la mairie, auront pu ce soir participer, partager avec nous, avec vous, ce moment des vœux. Peut-être en termes de conclusion, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez partager avec eux, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui parle de vous aussi à leur intention, monsieur le maire? Moi, je voudrais avoir une pensée évidemment pour nos aînés. Je voudrais avoir une pensée aussi pour les jeunes, parce que c'est vrai qu'on en parle assez peu, mais c'est très compliqué aujourd'hui de mener ces études, alors qu'on soit collégien, lycéen, mais aussi étudiant. Tout est à distance, donc c'est compliqué. Et donc, je veux avoir une pensée pour les étudiants du 17e arrondissement, mais également leurs familles, leur dire que il y a des actions de solidarité qui se développent, mais surtout qu'ils aient foi en l'avenir, parce qu'après la crise, il y a toujours le rebond. Et il faut se préparer à cela. Je crois que cette année 2021, elle va être à la fois difficile, mais elle est source aussi d'espérance, parce que ce qu'on va bâtir ensemble dans le 17e arrondissement portera du fruit dans les prochaines années et surtout les prochains mois. Un rebond un peu comme un déclic. Monsieur le maire, vous avez souhaité conclure cette cérémonie particulière sur un thème dynamique, culturel, justement. Et je vous laisse nous partager la manière dont vous avez souhaité ce soir, conclure ce moment de vos vœux. On avait eu l'occasion de valoriser les talents. Et bien ce soir, moi j'ai souhaité qu'on valorise un talent du 17e arrondissement. Et je crois que la culture nous manque tous. Et la musique nous manque d'autant plus. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter ce soir un talent du 17e, une jeune talent du 17e, Maëva Méline, tout en musique. Bonne année 2021 et à très bientôt dans le 17e arrondissement. Dans un autre monde, dans un autre monde, dans un autre monde. Oui, je t'entends, mais c'est non, parce que tu n'es pas la solution.
j'aurais mille raisons de vivre comme il me plaît, d'ignorer tes murmures, faire comme si de rien n'était. Oh. Tu n'es personne, tu n'es qu'un son, une mélodie. Si je t'écoutais, mais c'est non, j'en oublierais ma vie. Ils sont là tous ceux que j'aime, ceux qui comptent pour de vrai. Tu peux hurler dans la nuit, mais jamais je ne répondrai. J'ai tenté l'aventure et je me suis perdue. Je ne veux plus partir ni m'élancer vers l'inconnu. Dans un autre monde, dans un autre monde, dans un autre monde. Que veut cette voix, celle qui me maintient éveillée? Est-ce un vent de liberté, un chemin abandonné? Vient-elle de quelqu'un au loin qui me ressemble en tout point, qui mieux que moi pourrait savoir d'où je viens? Chaque jour un nouveau défi, mélange d'espoir et d'espoir. Une partie de moi s'emballe sans le vouloir. Dans un autre monde, dans un autre monde, dans un autre monde. Oh, si tu es là, prouve-le-moi, rassure-moi, emmène-moi. Je ne veux plus perdre une seule seconde. J'irai là